Alors merci Fabrice Urqueby pour me céder la parole. Merci à Nadège pour l'invitation et merci à vous tous pour la richesse d'ores et déjà de tous les éléments qui ont été mentionnés depuis ce matin. Moi, j'ai énormément appris sur la justice transitionnelle et je vous en remercie infiniment. Voilà, j'ai plein d'idées qui me sont venues. Je précise deux choses en termes d'avertissement. Tout d'abord, je fais du droit privé et je fais plus spécialement du droit pénal. Donc, ce qui déjà vous montre que je prends cet objet d'étude sous un prisme peut-être différent de celui de mes collègues ici présents. Et d'autre part, j'ai une expérience calédonienne somme toute modeste puisque je suis seulement dans ma 3e année sur ce beau territoire, ce qui fait que je n'ai pas l'expertise que certains des participants à la table ronde que nous venons de voir peuvent avoir de leur côté. Alors, la question qui a été posée lors de cette table ronde, c'est finalement que faire de cet outil, ou plutôt de cette boîte à outils que nous évoquions ce matin déjà. Donc, que faire de cette boîte à outils en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'un objet de justice transitionnelle existe ou pas en Nouvelle-Calédonie? Alors, en creux, c'est la question générale qui a été posée dans le cadre de cette table ronde. Deux questions majeures ont été posées. Que juger finalement et comment le juger? Alors, que juger? Les enjeux de la négociation, les préalables, les prérequis. On a eu pour commencer Mathias Chauchat qui nous a planté le décor de la situation, nous précisant que nous n'étions pas en sortie de crise, mais en entrée de crise. D'ailleurs, ça fait écho à ce que nous disait Roch Wamitan ce matin, qui nous disait que nous étions dans une situation de crise sur crise d'ailleurs, il a dit, depuis le 3e référendum. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a une crise de confiance. On a terminé par ça, cette table ronde. Donc, effectivement, il y a quand même une forme de crise dans laquelle nous sommes, malgré nous, je pense, tous plongés. S'agissant des éléments du décor, Amélie Chong a complété par des éléments du contexte économique, en rappelant qu'au sortir des événements, le territoire était marqué par de très fortes inégalités entre Kanak et non-Kanak, et sur la base desquelles une politique de rééquilibrage a donc été mise en œuvre, qui est toujours en cours. C'est un objectif, c'est un horizon, nous a-t-elle dit, qui est toujours en vue, bien évidemment. Jean-Pierre Massias, pour sa part, a évoqué le rapport ambigu entre le droit constitutionnel et la négociation et une certaine tentation du droit français d'affirmer une réalité qui n'existe pas. Il a évoqué l'unité de langue, l'unité du territoire de la République, ce qui me parle en tant que pénaliste, ce caractère fictif de l'unité du territoire de la République, bien évidemment. Et pour lui, l'un des enjeux majeurs, c'est celui d'accepter d'imaginer que le droit devienne conforme à la réalité. Alors, ce qui peut rassurer, c'est que ça a été le cas, peut-être par le passé, en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est ce qui a pu être fait au moment des accords de Matignon. Maintenant, est-on capable de se reprojeter dans cette logique? La question, elle reste complètement ouverte. En écho, Léa Havard est revenue sur la question du peuple calédonien, de la citoyenneté calédonienne, visée par l'accord de Nouméa, et le destin commun dont elle nous a dit qu'il manquait peut-être de substance, alors qu'il devrait pourtant permettre d'aller ensemble vers l'avenir, dans le cadre d'un projet politique commun. Ensuite, Nadège Meyer nous a rappelé que le processus de justice transitionnelle en lui-même, il pouvait être entièrement inventé, adapté au contexte calédonien. Elle a insisté sur la créativité qui devait guider les acteurs de la négociation. Elle a aussi insisté sur la question de la confiance, mais la confiance, elle est revenue en filigrane jusqu'à la fin, finalement, de cette table ronde. Elle a évoqué cette posture de l'État français qui a pendant longtemps joué le rôle de médiateur, qui est aujourd'hui partie prenante dans ce processus en cours, en tout cas. Donc, on a identifié des acteurs pour la négociation, nous a-t-elle dit. Et elle nous a aussi rappelé un élément essentiel, et vous êtes plusieurs des intervenants à l'avoir mis en avant, c'est l'interculturalité. L'interculturalité, évidemment, c'est un élément majeur qui devrait singulariser le processus de justice transitionnelle ici en Nouvelle-Calédonie. L'interculturalité, nous a dit Nadège encore, elle implique également des processus inclusifs, de nature à rendre le processus choisi équitable, nous a-t-elle dit, acceptable,
quelle que soit l'issue d'ailleurs du processus. Elle a insisté sur le fait que finalement, la reconnaissance à travers le processus en lui-même était tout aussi importante, finalement peut-être même plus importante que le résultat final de l'opération, en tout cas du cheminement, comme on peut le qualifier. Anthony Tutugoro nous a dit sur cette question aussi de l'interculturalité qu'il ne fallait pas oublier le bas, je le cite, et la nécessaire horizontalité de la discussion. On a beaucoup parlé de verticalité. Horizontalité de la discussion du point de vue des populations autochtones. Il a fait écho, là encore, à la base qu'évoquait Hippolyte Cinéomis ce matin dans le contexte coutumier. Anthony a aussi évoqué le discours du président de la République, dont on a parlé quelques fois depuis ce matin, qui aurait créé de nouvelles ambiguïtés, d'après lui, et à travers ce chemin du pardon qui a été évoqué par le président, il s'est posé la question de savoir de quelle réconciliation parlait-on. Il a rappelé également que les processus de justice transitionnelle qui ont été évoqués au cours de la journée se sont déroulés dans des États souverains, ce qui n'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie. Nadège aussi a rebondi sur cette question à la fin des échanges. Il ressort quoi de tout ça? Finalement, beaucoup d'obstacles a priori, ou de prérequis si on veut rester optimiste. Au moins, on a fixé des éléments, j'allais dire des curseurs extrêmement importants. Dans un deuxième temps, les discutants ont été interrogés sur le mandat qui pourrait être accordé à une commission vérité et réconciliation, alors dont on a compris, en tout cas depuis ce matin, que c'était sans doute la forme la mieux adaptée de justice transitionnelle dans le contexte calédonien. Donc je suis partie de cette idée. Jean-Pierre Massias a développé cette question du mandat de cette commission et nous a rappelé qu'il y avait au moins 2 stratégies possibles. La petite ou la grande porte. La petite porte d'entrée pourrait être les événements, nous a-t-il dit. J'y verrai aussi moi la question foncière qui a été évoquée à la fin par Anthony, qui me semble majeure également. La porte d'entrée globale serait la colonisation. Qui ne serait pas le bon choix, mais j'ai envie de dire il n'y a pas de mauvais choix non plus si on prend l'autre prisme, donc pas de bon choix, pas de mauvais choix. Le choix le plus réaliste serait peut-être la porte d'entrée, j'allais dire modeste. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je fais écho aussi à cette possibilité sur laquelle Léa a rebondi à la fin, peut-être de consulter la population pour connaître finalement le périmètre souhaité de la démarche de justice transitionnelle. Donc ça, c'est une piste intéressante, effectivement, qui a été relevée. Sur les contours de l'institution à mobiliser, on est tous d'accord pour se dire qu'elle doit être inclusive, qu'elle doit être représentative des parties prenantes. La légitimité de cette institution en dépendra, on l'a déjà dit ce matin, on l'a rappelé cet après-midi, et de là, l'adhésion finalement qu'elle sera capable de générer ou pas. Et l'enjeu, il est là, effectivement, de ne pas mettre en place un processus, quel qu'il soit, sans que les populations adhèrent finalement à cet objet. Il faut que la démarche soit sincère, on l'a dit aussi un certain nombre de fois, ça, c'est un peu le fil conducteur de la journée. Il faut aussi un minimum de confiance, on l'a rappelé également, comme nous le disait Nadège, pour finir. Alors pour conclure, et pour en revenir à des domaines qui me sont plus proches peut-être, ce matin on nous disait que la justice transitionnelle pouvait être le pont entre le passé colonial et l'avenir. Alors moi, personnellement, j'ai envie d'y croire. Et je pense que je ne suis pas la seule. Après, les formes, les modalités, la temporalité également de cette démarche, on a bien compris que c'était des questions qui restaient en suspens. Et je crois que cette forme de réconciliation, elle doit s'articuler avec d'autres types de ponts de dialogue entre les institutions aussi, institutions étatiques et coutumières, on en parlait ce matin, aussi dans le domaine de la justice. Je reviens à des sujets qui me sont un peu plus proches. On connaît déjà en Nouvelle-Calédonie des spécificités juridictionnelles. L'organisation juridictionnelle calédonienne, elle est originale au regard du système français. On a des assesseurs coutumiers aujourd'hui. Demain, peut-être aurons-nous, et on l'évoquait ce midi, des cours juvéniles pour les jeunes délinquants sur le modèle néo-zélandais. Donc là, il y a une réflexion qui est en cours finalement pour expérimenter
en tout cas d'autres formes de justice. Alors, est-ce qu'on peut parler de justice classique, dans le sens où on parle de justice hybridée entre deux systèmes et deux ordres publics en réalité? En tout cas, les ponts, ils sont déjà construits en partie, et je pense qu'on doit davantage collaborer, aussi du point de vue institutionnel. Je vous remercie de votre attention, et je cède la parole donc à Jean-Pierre Massias pour la super synthèse de la journée. Je vous remercie.